Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver depuis la bibliothèque de la Fondation Charles de Gaulle rue de Solferino pour une nouvelle conférence en ligne. Ce soir, nous accueillons Éric Branca, qui est, je pense, vous connaissez tous très bien, journaliste, historien, écrivain, auteur de nombreux ouvrages sur de Gaulle, bien sûr, mais aussi sur Jacques Chirac, sur la droite d'une façon générale. Et Éric a écrit tout récemment deux livres qui ont beaucoup fait parler d'eux. On va parler de l'un de ses livres, De Gaulle et les grands, mais il avait écrit les années précédentes, il y a une dizaine d'années, il avait écrit un livre sur les Français libres également, qui avait été un livre tout à fait remarquable. Alors ce soir, on va donc avoir une conversation sur De Gaulle et les grands, qui est un livre qui est sorti l'année dernière, si je ne me trompe. Bonsoir. Cette année, au début de l'année. Au début de l'année. Et qui est un livre tout à fait extraordinaire, parce que d'abord, il présente une série de portraits croisés entre De Gaulle et des personnages, certains très connus, d'autres moins, et je crois qu'il y a de belles découvertes dans votre ouvrage. Et puis, moi, j'étais très frappé de voir à quel point votre livre, qui se lit de façon extrêmement agréable, est aussi nourri d'énormément de références, d'archives. Vous avez fait un travail de recherche tout à fait extraordinaire, notamment en ce qui concerne les relations avec les leaders américains, et je dois dire que c'est un véritable travail d'historien que vous nous avez offert, et vraiment, je crois qu'on peut vous en féliciter d'ores et déjà. Alors, j'ai bien sûr toute une série de questions sur ces portraits croisés, parce que ces personnages sont tous passionnants, mais je voulais peut-être d'abord, pour ouvrir la discussion, commencer par une phrase que je trouve absolument admirable, que vous citez une phrase qui n'est pas de vous, que vous reprenez, qui est de l'histoire personnelle de Georges, François, c'était François son prénom, je crois, François Georges, oui. Et qui écrit ceci, une phrase que je trouve admirable: certains écrivains se contentent de raconter ce qui leur est arrivé, mais les plus authentiques vivent ce qu'ils ont d'abord écrit. Et je crois que c'est parfaitement la définition de Charles de Gaulle. Ah, c'est tout à fait la définition de Charles de Gaulle, et ça commence très tôt, si j'ose dire, puisque à 10 ans, vous le savez, ceux qui nous écoutent le savent aussi. De Gaulle, adolescent, écrit un livre qui s'appelle une nouvelle qui s'appelle Une campagne de France, et où il met en scène une invasion prussienne, puisque c'était les Prussiens à l'époque, et qui menace de tourner mal, mais que cette campagne tourne pour le plus grand avantage de la France, grâce à un général qui n'est autre que lui, et qui repousse l'envahisseur. Voilà. Et donc très tôt, même à son plus jeune âge, il se voyait appelé à un destin tout à fait, je ne dirais pas considérable, mais je dirais décisif, à un moment décisif. Il a toujours eu conscience qu'à un moment décisif, il serait utile. C'est pas du tout comme d'autres personnalités qui peuvent être un peu mégalomanes et qui se voient diriger le pays. C'est l'utilité à la patrie, à un moment de grand danger. Voilà. Et donc, quelque part, à 15 ans, Charles de Gaulle se voit déjà le général de Gaulle. Exactement. Et il se voit déjà un grand, mais non pas un grand, je dirais, purement tourné vers lui-même, mais un grand au service de son pays. Exactement. L'idée de service est absolument essentielle chez lui. Alors, ce qui est fascinant dans l'histoire de cet homme, c'est qu'il devient un grand en quelques jours, en quelques semaines, puisque finalement, entre le 6 juin, si on date le début de son entrée dans l'histoire, de son entrée au gouvernement de Paul Reynaud, du 6 juin au 18 juin, il se passe 12 jours, et en l'espace de 12 jours, ce qui est quand même très court dans la vie d'un homme, cet homme devient un grand, mais quelque part, ça vient de loin, et c'est ce qu'on vient de dire juste avant. Et quelque part, il se préparait. Est-ce qu'il y avait une sorte de prédestination chez De Gaulle ? Il y avait vraisemblablement une prédestination. En était-il conscient? Je ne peux pas le dire, mais il s'est toujours conduit comme s'il était un jour appelé à des responsabilités essentielles. Lorsqu'il s'adresse aux grands responsables militaires de la Troisième République pour imposer ses conceptions sur l'armée blindée, etc., il s'adresse à eux d'une manière certes respectueuse, mais presque d'égal à égal. Il faut relire les notes qu'il envoie à Paul Reynaud. Paul Reynaud, pour lequel il a un grand respect, car il était un des seuls parlementaires, la troisième à l'écouter, à l'aider, mais qui était quand même quelqu'un, il est président du Conseil, ministre des Finances, ministre des Colonies, type très important. De Gaulle n'était que colonel, et il s'adresse à lui en disant « voilà ce qu'il faut faire ». Le mémorandum de janvier 1940, il est encore colonel, qu'il envoie aux 100 plus hautes personnalités politiques et militaires du pays. On lui dit que cette guerre peut très mal tourner si on ne fait rien, est à la fois très respectueux sur la forme et d'une insolence inouïe quant au fond.
Alors, De Gaulle devient un grand, on le disait, en quelques semaines, mais finalement, il le fait avec une espèce de naturel, une espèce euh, parfois même de courtoisie. On y reviendra tout à l'heure, mais quand on évoque, je crois, Nixon, Nixon rappelle un souvenir. Je crois quand il était vice-président, il reçoit De Gaulle, donc au tout début des années 60, et sa femme avait été frappée par la courtoisie de cet homme. Donc on a cet homme qui devient en quelque sorte un grand en très peu de temps, mais qui le fait avec un naturel, sans affectation, sans jouer la comédie. C'est extraordinairement frappant. Absolument, absolument. Vous parlez de Nixon, mais il y en a d'autres aussi qui ont été très étonnés de sa courtoisie. De Gaulle était quelqu'un qui se levait de son bureau et qui raccompagnait les syndicalistes à la porte de son bureau. Beaucoup de syndicalistes étaient effarés parce que des ministres qui se levaient à peine pour les saluer. De Gaulle le faisait. Je me souviens d'un colloque ici, il y a bien longtemps, en 1978, où Eugène Descamps, qui était le président de la le secrétaire général de la CFTC, avait raconté la manière dont De Gaulle le recevait et qui était d'une extrême courtoisie, d'un grand respect pour la fonction. Et ça devait flatter les personnes en question. Parce oui, mais il ne cherchait pas à les flatter. Ouais. C'était naturel chez lui. Et donc, quand il disait non à un grand personnage, et notamment à Churchill, à qui il devait tout, le général De Gaulle n'aurait rien été sans l'hospitalité britannique. Donc c'était un rapport de force même assez compliqué. Quand il lui disait non, il lui disait non. Il arrivait que Churchill cède. Alors, autre point sur le caractère et la personnalité du général de Gaulle, et je pense qu'il explique aussi les relations parfois un peu rugueuses qu'il a pu avoir avec ses différentes personnalités, c'est que de Gaulle, c'est à la fois un hyper réaliste et un hyper idéaliste quelque part. Il est les deux à la fois. C'est-à-dire que vous avez tout à fait. Il a une capacité à voir les choses qui sont évidentes, mais que personne ne veut voir pour différentes raisons. Et en même temps, il a été capable de convaincre les Français que la France était toujours une grande patrie, une grande nation, et qu'il fallait et qu'on pouvait la relever. Et ça, c'est extraordinaire. Et ce qui résume tout à fait ce que vous dites, c'est l'appel du 18 juin. Parce que l'appel du 18 juin, on peut penser que le réalisme est du côté de Pétain et du côté de ceux qui signent l'armistice parce que la France est vaincue. Et que l'acte du 18 juin est vraiment un acte de bravoure gratuite. Mais le réalisme est du côté de Gaulle, puisqu'il explique que mathématiquement, l'Allemagne perdra la guerre, car selon son expression, des forces immenses n'ont pas encore donné, qui un jour écraseront l'ennemi, et que voilà, c'est son réalisme, il est toujours de la prospective, parce qu'il croit toujours au rapport de force et à l'histoire. Et donc, quand on est féru des rapports de force et de l'histoire, et des rapports de force de l'histoire, on se trompe rarement. On se trompe rarement. Alors, j'en viens maintenant au portrait croisé que vous brossez dans votre livre. Portrait croisé, parce que dans votre livre, vous parlez de Gaulle, vous parlez des relations de Gaulle avec tel ou tel personnage, et puis vous parlez aussi de ces personnages en question. Et on apprend dans des chapitres extrêmement, je dirais, rapides, synthétiques et très très bien construits, toute l'histoire, toute la vie de ces personnages tout à fait hors normes. Je rappelle qu'il y a Churchill, Nixon, Kennedy, Hitler, Staline, etc., etc. On y viendra. Mais à tout seigneur, tout honneur, on va commencer évidemment par Churchill, parce que quelque part, c'est par lui que tout a commencé, il faut bien le dire. Incontournable, même si tout a été dit déjà. Et alors, d'ailleurs, de façon très, très émouvante, le film, la série qui est passée sur France Télévisions il y a quelques jours, de Jacques Santamaria et Patrice Duhamel, commence d'une façon très, très sensible, je trouve, par cette image très forte d'un De Gaulle qui est à Matignon et qui reçoit en novembre 1958 Churchill, qui est à la fin de sa vie, donc il le reçoit à Matignon. Alors, j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut imaginer deux personnalités à la fois aussi dissemblables et aussi semblables que Churchill et De Gaulle? Oui, enfin non, oui, vous avez raison, mais ils ont beaucoup plus de points communs que de choses qui les séparent. Le point commun fondamental, c'est l'amour extrême qu'ils portent à leur pays, qui est un amour charnel. Churchill, ne l'oublions pas, est francophone. Et francophile, oui, très mauvais francophone, et francophile dans une Grande-Bretagne de l'entre-deux-guerres qui est plutôt francophobe, qui ne pense qu'à rééquilibrer la puissance française en armant les Allemands. Et De Gaulle est plutôt anglophile, pour l'alliance avec les Britanniques, dans un milieu, à une époque où, notamment dans l'armée française, on est plutôt anglophone. Et donc, ils se rejoignent par ces deux paradoxes. Ensuite, ce sont des fous d'histoire. Ce sont des gens qui écrivent
beaucoup de livres d'histoire, qui sont passionnés par l'histoire de leur pays et pas seulement de leur pays, fous d'histoire militaire. Ce sont des gens cultivés. La grande admiration de Churchill était certes pour le roi d'Angleterre, mais surtout pour Napoléon. La bibliothèque napoléonienne de Churchill est quelque chose de considérable. Il a plus de livres sur Napoléon à Chartwell que sur les souverains britanniques. Bon. Donc ça les rapprochait déjà. Bon. Évidemment, dans la manière de concevoir la politique, c'est tout à fait différent. Churchill est un parlementaire atypique, un parlementaire romantique, même qui change 3 fois de parti, plutôt que d'avoir à changer d'avis, comme aurait dit Edgar Faure. Mais donc, il est tout à fait rompu aux arcanes de la politique politicienne, même si, à chaque fois, il se montre digne de ses fonctions en étant plutôt du côté de l'histoire que du côté de la politique. Alors que De Gaulle n'a que mépris, bien évidemment, pour la politique politicienne qui a mené la France là où on le sait. Alors, après Churchill, le personnage que vous évoquez, c'est Hitler. Chapitre, j'imagine, pas facile à rédiger, pour différentes raisons, ne serait-ce que parce que De Gaulle et Hitler, par définition, ne se sont jamais rencontrés, mais ils se sont probablement lus l'un l'autre. Alors, on sait qu'ils se sont, en tout cas, De Gaulle avait lu Mein Kampf, et on a appris de façon tout à fait incidente que Hitler avait lu De Gaulle, notamment les écrits d'avant-guerre, on le sait, par le général de Boissieu, qui était à l'époque capitaine, je crois, capitaine en 1945, qui arrive avec la 2e division blindée à Berchtesgaden. Au moment, vous savez que ce sont les Français qui ont occupé Berchtesgaden. Ensuite, c'était en zone américaine, mais les Américains ont laissé les Français conquérir le Nid d'Aigle et ensuite sont venus. Mais ce sont les Français qui ont été les premiers à entrer à Berchtesgaden, et il a découvert dans la bibliothèque d'Hitler une version. Alors, je ne sais plus si c'est la France et son armée ou si c'est vers l'armée de métier. Je crois que c'est vers l'armée de métier, qui était entièrement annotée par Adolf Hitler d'annotation de ganz gleich. Oui, tout à fait bien, tout à fait vrai. Et on sait que par Speer, par les mémoires de Speer, que Hitler a plusieurs fois, notamment lors de son voyage à Paris en juin 1940, tout de suite après l'entrée des troupes allemandes à Paris, il est venu vers le 22 ou 23 juin 1940. Le jour de l'armistice ou le lendemain, le lendemain. Enfin ça c'est une autre affaire, mais il y a une polémique sur cette date. On ne sait pas exactement si c'est le 23 ou le 24. Il est venu très tôt le matin. Bref, et il a parlé à Speer et il s'est félicité devant Speer que l'armée française, que l'état-major français n'ait pas écouté les préconisations du général de Gaulle pour la défense. Alors, vous rappelez, c'est très émouvant d'ailleurs, vous rappelez ce passage, le portrait que De Gaulle fait de Hitler dans ses mémoires de guerre, que je trouve très, très sensible, très fort. Alors d'abord, il commence en rappelant l'ascension de Hitler, le fait que cette Allemagne qui ne s'était pas considérée comme vaincue s'est jetée dans les bras d'un aventurier et que face à elle, l'Europe énervé de démocratie et encombré de vieillards, n'avait pas trouvé la parade. Et vous terminez, enfin, la citation des mémoires de guerre que vous reprenez se termine par cette phrase qui est très belle, en fait. Et à propos de Hitler, De Gaulle écrit ceci: « Mais vaincu et écrasé, peut-être redevient-il un homme juste le temps d'une larme secrète au moment où tout finit. » Ça, c'est une phrase profondément chrétienne. De Gaulle ne pouvait pas concevoir une fin sans espérance. Et je crois qu'il pensait... Même dans cet homme qui est le mal absolu, il y a peut-être la possibilité d'un salut, quelque part. Il y a une rédemption. Et ça, voilà, il y avait que De Gaulle. Il fallait être l'adversaire absolu et total d'Hitler pour écrire ça. Alors, puisqu'on est dans les adversaires, on va poursuivre avec Roosevelt. C'est pas un adversaire, c'est un faux allié. Un faux allié, c'est d'ailleurs ainsi que vous l'intitulez. Hein. Alors là, c'est l'incompréhension totale et radicale. Totale, mais néanmoins, avec chez De Gaulle, la certitude ou le regret que s'il s'était connu un peu plus, si Roosevelt n'était pas mort en avril 1945, ils auraient peut-être pu se comprendre. Il y a à la fin du chapitre consacré à Roosevelt dans les mémoires de guerre, quelques lignes tout à fait intéressantes où il dit « mais je suis persuadé qu'il m'aurait compris ».
Il aurait compris ma position, mais les circonstances ont fait que c'était impossible parce que le malentendu était trop énorme, il était originel, et voilà. Alors, pour illustrer le malentendu, il y a notamment cette photo qui est d'ailleurs en couverture de votre livre, qui est quand même qui était prise à la conférence d'Anfa et qui est une espèce de comédie complètement burlesque. D'ailleurs, quand on a vu dans les films qui sont passés à la télé ces derniers jours, on voit la fin de la séquence et on voit que donc De Gaulle est obligé de serrer la main une deuxième fois à Giraud, puis à la fin il en a vraiment marre, il finit par s'en aller, c'est à peine s'il dit au revoir, c'est complètement ridicule. Roosevelt a fait le directeur de casting, il a dit vous me refaites ça s'il vous plaît, parce qu'il trouvait que les échanges n'étaient pas suffisamment chaleureux. Et effectivement, ils l'ont fait, mais de mauvaise grâce, et je crois que la deuxième poignée de main était encore plus froide que la première. Le fait est que Roosevelt, dès 1940, choisit l'inverse de ce qu'était De Gaulle. Il choisit Pétain, il choisit Darlan, ensuite il choisit Giraud. Enfin, il a failli choisir Laval. Il a failli, alors ça, de remettre Laval en scène. Je rappelle, c'est très important. Ça, on en parle rarement, mais jusqu'en août 44, jusqu'à la libération de Paris, une partie de l'entourage de Roosevelt, et notamment Allen Dulles et l'OSS qui deviendra la CIA plus tard, ont continué à manœuvrer pour faire une passation des pouvoirs entre le gouvernement Laval et un gouvernement démocratique où les gens de Vichy auraient eu leur rôle à jouer. Alors, moi, je trouve ce que vous dites vraiment très important, en particulier à la lumière de ce que vous écrivez dans L'Ami américain, parce qu'on se rend compte quand même que cette incompréhension entre De Gaulle et Roosevelt, ça va avoir des conséquences profondes sur les relations entre la France et les États-Unis, et je dirais peut-être même encore aujourd'hui. Et finalement, s'il y a une espèce de défiance dès que la France pointe le bout de son nez, regardez les controverses aujourd'hui sur la question de l'autonomie stratégique en Europe, etc., on voit que ça remonte très loin en arrière et que ça remonte notamment, peut-être pas seulement, mais à ces relations difficiles au cours de la Seconde Guerre mondiale. Ça remonte surtout à l'effondrement français de 1940. Et ça, les Américains, comme les Anglais, comme les Allemands aussi d'ailleurs, ont été stupéfaits de la rapidité avec laquelle la France s'est effondrée. Et pour la défense de Roosevelt, car je vais le défendre pour une fois, il était renseigné de façon très précise par un diplomate qui s'appelait Freeman Matthews, qui était le numéro 2 de l'ambassade américaine à Paris, qui, après le départ du gouvernement français, a suivi toute la fuite éperdue du gouvernement vers la Touraine, puis vers Bordeaux, et qui assistait à des scènes absolument hallucinantes. Il assistait aux entrées de Madame de Portes, qui était la maîtresse de Paul Reynaud, en plein Conseil des ministres, qui contredisait le commandant en chef, général Végan, et donc il s'est dit, ce pays ne peut pas tomber plus bas. Ne peut pas tomber plus bas. Donc il y a eu chez les Américains la conscience que la France ne se relèverait pas et qu'il y avait finalement une place à prendre. Et cette place, c'était l'Empire français, qui avait une importance d'abord stratégique pour gagner la guerre, et puis ensuite économique, puisque la grande idée américaine, dès les années 30, c'est de supprimer les empires coloniaux, le premier qui est le britannique, puis le deuxième qui est le français, pour faire une espèce de trusteeship qui, à partir de 1944 et de la naissance de l'ONU, était destiné à être dirigé par l'ONU. Donc ça, c'était l'effondrement de la France, c'était une place à prendre. Il y avait laissé une place à prendre. Et je crois que ça, c'était de la réelle politique, au sens propre du terme. Alors, réel politique, tout à l'heure je disais De Gaulle un hyper-réaliste, mais il a rencontré plus hyper-réaliste encore que lui, c'est Staline. C'est Staline. Et là, il y a quand même une espèce de fascination chez De Gaulle pour ce personnage, en fait, spot asiatique. De Gaulle ne rencontre pas Staline, il rencontre la Russie. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il écrit. D'abord, c'est un des plus beaux morceaux des mémoires de guerre, avec le portrait d'Hitler, c'est vrai, qui est un beau morceau, mais ça, il y a une dizaine de pages sur la rencontre de décembre 1944, fin novembre. On y est, on a l'impression d'être dans la pièce et de vivre chaque instant. C'est digne de Saint-Simon, c'est digne de Saint-Simon. Alors, l'enjeu pour De Gaulle, il est très, très simple à ce moment-là, c'est qu'il faut faire contrepoids aux Américains. Il ne faut pas non plus céder à Staline. Or, Staline, lui, comme vous dites, hyper réaliste, il est tout à fait prêt à reconnaître De Gaulle, d'ailleurs, il le fait, mais il lui demande quelque chose, il lui demande de reconnaître le comité de Lublin. Le comité de Lublin, qui est un comité de Polonais exilés en URSS, de Polonais communistes, destiné à prendre le pouvoir en Pologne une fois que l'armée rouge aura libéré le pays. Et De Gaulle ne veut évidemment pas reconnaître le comité de Lublin. Donc, tout l'enjeu de ces 10 jours à passer à Moscou, c'est ça. Et de Gaulle ne cédera pas parce qu'il ne reconnaîtra pas le comité de Lublin.
Et donc, je crois que De Gaulle est la seule personne qui a fait céder Staline de ce point de vue-là. Mais ça a été très difficile. D'abord parce que De Gaulle n'avait pas une confiance totale dans tous ses collaborateurs, et notamment dans Georges Bidault, qui était quelqu'un qu'on disait, c'est prescrit maintenant, on peut le dire, qu'on disait alcoolique. En réalité, c'est pas qu'il était alcoolique, c'est qu'il ne tenait pas l'alcool. Et vous imaginez ce qu'étaient les banquets en Russie d'une manière générale, mais avec Staline. Mais d'ailleurs, De Gaulle le décrit bien. De Gaulle le décrit très bien. C'était des dizaines et des dizaines de toasts à la fois, et c'était pas de l'eau, parce que Staline veillait bien à ce que tout le monde finisse son verre. Bon. Donc, la grande crainte de Gaulle, et ça, c'est pas de la petite histoire, c'est important parce que c'est de la grande politique aussi, c'était de faire en sorte que Bidault ne soit pas attiré dans un coin et, ministre des Affaires étrangères qu'il était, ne signe pas un texte qui engageait la France. Donc, c'est à la fois très drôle, ce récit, parce que on voit très bien, on voit Staline entraînant Bidault dans une salle de cinéma pour voir un film avec d'autres toasts, et De Gaulle dit non, nous rentrons à l'hôtel. Oui, on sent que De Gaulle est un petit peu inquiet d'ailleurs de ce qui va arriver à Bidault. Et puis finalement, tout s'arrange, De Gaulle ne cède pas sur le comité de Lublin, et il y a cette vision extraordinaire que raconte De Gaulle, qui après ce dernier banquet où on a mangé pendant des heures, pendant que les négociations se passaient, parce que Staline continue à manger pendant ce temps-là, il ferait des plats et des vodkas de toutes sortes, etc. Et puis à 3 ou 4 heures du matin, on ferme les lustres de la salle des fêtes du Kremlin, et De Gaulle raconte qu'il se retourne une dernière fois, tous les lustres ayant été fermés, la grande salle des fêtes plongée dans l'obscurité, mais il y avait encore une petite lumière au bout de la table, Staline était seul, et la dernière phrase c'est « il s'était remis à manger ». Ça, je ne sais pas du Saint-Simon, je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors, puisqu'on est dans les dirigeants communistes, il y en a un autre, et moi j'ai beaucoup appris dans ce chapitre, c'est les relations, en fait, qui n'existaient pas, qui n'ont jamais existé, avec Tito. Et là, pour le coup, vous appelez ce chapitre d'ailleurs Tito ou l'imposture yougoslave, c'est sans doute le seul exemple où De Gaulle, je dirais, où l'homme d'État De Gaulle se laisse dominer par ses sentiments personnels. Avec Tito, vous avez raison. Alors, pourquoi? Il faut le dire en 2 mots, parce que Tito, chef de la résistance communiste aux Allemands, était pour De Gaulle une imposture vivante. Il considérait que De Gaulle avait un homologue en Yougoslavie, c'était le général Mihailović, général monarchiste, qui a mené la vie extrêmement dure aux Allemands pendant toute l'occupation de la Yougoslavie. Les Allemands ne tenaient en Yougoslavie que les nœuds de communication et les villes. Et le reste était se partageait entre les maquis communistes et les maquis de Mihailović. Et Mihailović a été, qui aurait dû en toute logique être soutenu par les Alliés, a été lâché par Churchill. Et là, pour une fois, De Gaulle était parfaitement d'accord avec Roosevelt, car il y avait des rapports de l'OSS qui étaient formels. Celui qui défend le mieux la Yougoslavie et qui n'est pas un allié des communistes, c'est Mihailović. Tito donnera la Yougoslavie aux communistes. Oui, parce que Churchill soutient Tito. Et Churchill soutient Tito. Et on sait maintenant, alors De Gaulle ne le savait pas, mais son intuition était bonne, mais on sait maintenant que Churchill a été intoxiqué par le fameux groupe des espions du Caire, le fameux groupe Philby, le fameux groupe des 5, Philby, Maclean, Blount, j'ai oublié le nom des 2 autres, qui du Caire, télécommandés par Moscou, envoyaient de fausses dépêches, ou des dépêches manipulatrices au gouvernement britannique, en expliquant même que Mihailović collaborait avec les Allemands, et que le grand nationaliste était Tito. Et donc, Churchill lâche Mihailović au profit de Tito. Et ça, De Gaulle a toujours considéré que c'était une vilainie. Et Mihailović sera traqué et finalement sera exécuté par Tito. Alors cela dit, après la guerre, Tito se dégage de l'emprise soviétique, il joue un peu entre les 2 camps, il a une politique de 3e voie. Ce qui aurait pu plaire à De Gaulle. Ce qui aurait pu plaire à De Gaulle, et d'ailleurs De Gaulle a toujours demandé à Maurice Couve de Murville, dès qu'il est revenu au pouvoir, d'avoir des relations normales avec la Yougoslavie. Mais il ne voulait pas recevoir Tito personnellement. Il ne voulait pas aller dans la Yougoslavie. Et c'est d'ailleurs incroyable parce qu'il a dit non 4 fois, 5 fois, et puis il a pratiquement dit oui en 1969, et il y a eu le référendum. Et pour la petite histoire, Tito était tellement heureux de rencontrer De Gaulle qu'il avait fait faire un lit sur mesure de plus de 2 mètres. Alors,
Ensuite, on aborde un personnage qui comptera énormément, qui est Konrad Adenauer. Adenauer, la tentation carolingienne, mais ce rêve d'une Europe carolingienne, qui je crois correspond parfaitement à la vision que De Gaulle pouvait avoir de l'Europe, ce rêve a été fugace. Et force est de constater que, je dirais, la tentation, ou plutôt le réalisme atlantiste de la classe dirigeante allemande, qui est toujours bien vivant d'ailleurs, a fini par remporter. Mais finalement, ça s'est joué à pas grand-chose, parce que si Adenauer peut-être est resté un peu plus longtemps, les choses auraient peut-être été différentes. Bien sûr. Mais Adenauer était âgé, un très vieil Allemand, dit De Gaulle, ce vieux Français et ce très vieil Allemand, dit-il pour se décrire tous les deux. Et Adenauer était âgé, il a été poussé vers la sortie par Erhard, qui était l'homme des Américains. Est-ce que son rapprochement avec De Gaulle, est-ce que ça a accéléré la sortie quelque part d'Adenauer? Est-ce qu'il y a eu des forces au sein de la CDU pour dire maintenant ça suffit, absolument, il faut absolument. qu'il parte? Et ça, je le montre. Oui, absolument. Avec le département d'État américain qui était derrière, Jean Monnet qui a joué un rôle extrêmement puissant. Une seule anecdote, le traité franco-allemand de janvier 63 va extrêmement loin dans la coopération, non seulement bilatérale, mais se veut aussi la matrice embryon d'une coopération européenne dans la lignée du plan Fouché. Donc ça va quand même extrêmement loin. Et on parle notamment d'une défense commune, d'instituts de recherche sur les armements communs, etc. Et je pense que dans l'esprit de De Gaulle, il y a l'idée de substituer au parapluie nucléaire américain un parapluie français continental. Bien. Et les Américains, lorsqu'ils découvrent le texte du traité de l'Élysée, sont furieux car le mot « temps » n'est pas écrit. Et donc, ils demandent, via Jean Monnet, à l'entourage d'Adenauer, notamment Franz Josef Strauß, qui est le ministre de la Défense, et Erhard, qui est vice-chancelier, de rédiger un préambule dans lequel il est inscrit que l'appartenance à l'OTAN prime l'appartenance à toute alliance alternative, notamment avec la France. Et c'est une grande humiliation pour Adenauer de voir ce texte sur lequel il comptait beaucoup être vidé de son contenu par cette préambule additionnelle qui est faite par la frange de la CDU anti-Adenauer. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est en 2020. Là, ce dont on parle, c'est 1963, donc c'était il y a 57 ans. Et je dirais que de ce point de vue-là, rien n'a changé. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Quand on écoute le discours de la ministre de la Défense allemande il y a quelques jours, qui prend une position quand même très très dure vis-à-vis de il n'était jamais la politique française. Voilà, absolument. C'est assez frappant de voir de ce point de vue-là que les choses fondamentalement n'ont pas changé. Donc, au-delà de l'animosité qu'il pouvait y avoir vis-à-vis de la personnalité même de Charles de Gaulle, dans telle ou telle chancellerie à l'étranger, il y avait des sujets de fond qui demeurent. Absolument. L'idée d'une Europe, d'une défense européenne, d'une Europe européenne ne plaisait pas à beaucoup d'Européens, ceux-là même que De Gaulle décrivait comme les cabris qui sautent sur leur chaise en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe. Alors, il y a un autre grand Européen qui est le pape Jean, le bon pape Jean, qui est élu pape pratiquement au moment où De Gaulle revient au pouvoir, et donc ils vont pouvoir coopérer pendant plusieurs années. Et là, on est frappé de voir à quel point De Gaulle, chef d'un État laïque, s'implique directement, comme un roi capétien du Moyen-Âge, s'implique directement dans l'élection du successeur de Saint-Pierre. Vous avez tout dit, j'ai rien à ajouter, c'est exactement ça, c'est un capétien. Et il s'appuie sur Roland de Margerie et sur le cardinal Tisserand, mais en fait, il est en coulisses et il tire les ficelles. Il est en coulisses et il est vraisemblablement à l'origine de l'élection. On est dans Maurice Druon, là, c'est vraiment c'est le conclave d'Avignon. Tout à fait, c'est un roi chrétien gallican, mais chrétien. Mais ça aura beaucoup d'importance sur la politique internationale, puisque finalement, ces deux hommes vont se rejoindre dans un contexte... Ils se connaissaient depuis longtemps, ils sont connus en 1944, car Monseigneur Roncalli, le futur Jean 23, était nonce à Paris. Et nonce apostolique à Paris, et il a été extrêmement proche de Gaulle, parce que, très étonnamment, il était la bête noire des démocrates chrétiens du MRP. Oui, alors vous expliquez d'ailleurs que les démocrates chrétiens n'en voulaient pas, et finalement c'est les radicaux socialistes laïcards qui soutenaient Roncalli. Exactement, parce que le MRP était très épurateur, et voulait virer absolument 80% des évêques français. Et De Gaulle, à part 2 ou 3 qui avaient vraiment collaboré, ne voulait pas mener la guerre civile au sein de l'Église. Et Roncalli avait été
tout à fait sur la même longueur d'onde, et donc quelques évêques très collaborateurs avaient été mis de côté, mais on avait maintenu l'essentiel du clergé. Et De Gaulle avait été du côté de Rothkali, et les démocrates chrétiens du MRP étaient plutôt du côté des communistes, qui voulaient couper les têtes. C'est très étonnant, hein. Alors, il y a d'autres personnages, on pourrait parler d'Houphouët-Boigny, c'est tout à fait passionnant, les relations entre De Gaulle et Houphouët-Boigny, mais il y a encore un ou deux personnages que je voudrais évoquer. D'abord, bien sûr, Kennedy. Et là, vous nous faites quand même des révélations sur Kennedy. Oui. Oui. Parce que, d'abord, vous nous dites De Gaulle comprend tout de suite ce qui est arrivé. Donc là, je parle des jours qui suivent l'assassinat de Kennedy le 22 novembre 1963. De Gaulle a tout de suite compris ce qui s'est passé. Et enfin, en fait, il comprend tout de suite que tout ce qu'on raconte du côté américain en fait, est entièrement faux, que c'est probablement l'explication qui est donnée est probablement pas la bonne. Et vous rapportez ce propos. De Gaulle dit son histoire, c'est la mienne. Ce qui lui est arrivé, ça aurait pu m'arriver. Les deux hommes ont eu d'abord, ils se respectaient infiniment. De Gaulle avait une grande admiration un peu filiale pour Kennedy, et Kennedy ne cachait pas qu'il avait une grande admiration pour De Gaulle, même si De Gaulle, de temps en temps, lui, il n'avait pas envie de se laisser donner des conseils à tout moment, il le dit quelque part, Kennedy. Bon, bref. Mais il y avait une grande admiration mutuelle. Mais il y a une confrontation difficile quand même au début, hein, parce que Kennedy veut imposer la force multilatérale, il est hostile à la force nucléaire indépendante, etc. Et puis, De Gaulle, en 1961, lui explique ce qui va se passer l'année suivante à Cuba. Et lui dit, mais vous voulez pas d'une force française indépendante. Mais imaginez qu'il se passe quelque chose à Cuba, que les soviétiques, alors ils ne parlent pas de fusée, mais ils s'en servent comme une base de départ contre vous. Ben, vous seriez bien content d'avoir un allié à vos côtés qui refuse cela. Et Kennedy, mais pourquoi me partir de Cuba? Et un an après, c'est l'affaire des fusées. Et là, il y a chez Kennedy l'impression qu'il est quand même en face de quelqu'un d'exceptionnel qui a prévu l'avenir. Et puis, il voit surtout la manière dont De Gaulle est le premier à se porter à ses côtés, non seulement au moment des fusées, mais aussi au moment du mur de Berlin. Donc, il voit qu'il a un allié fiable et que l'indépendance nucléaire, finalement, renforce cette alliance beaucoup plus qu'autre chose. Et puis, il y a l'affaire de l'OAS, qui est très importante, car vous savez que les Américains, je raconte ça beaucoup dans l'Ami américain, je n'y reviens pas dans ce livre, mais les Américains ont joué sur tout ce qui pouvait gêner la France. Dans les années 50, ils étaient plutôt du côté du FLN, puis quand ils ont vu que finalement le FLN n'allait pas dans leur vue, ne voulait pas faire des passes américaines en Algérie, ils se sont beaucoup rapprochés de l'OAS, et ils ont aidé, on le sait maintenant. Moi, j'ai vu des notes de la DST qui avaient été remises à Michel Debré, Premier ministre à ce moment-là, et auquel on prouve que vraiment, on trace de l'argent américain qui va sur des comptes qui ensuite se retrouvent à l'OAS. Enfin, oui, il y a une société écran qui est utilisée. Qui s'appelle Permindex. Et qu'on retrouve d'ailleurs dans l'affaire de l'assassinat de Kennedy. C'est d'ailleurs tout à fait incroyable. Bon. Et à ce moment-là, comme vraiment des preuves sont établies de la liaison des services américains avec l'OAS, De Gaulle demande à Hervé Alphand, qui est notre ambassadeur aux États-Unis, de se renseigner. Et Alphand va voir le président Kennedy. Il y a un message de Kennedy tout à fait extraordinaire. Kennedy dit à De Gaulle, écoutez, si c'est vrai, c'est monstrueux, et si vous avez des renseignements, je vous demande de me les transmettre. Et voilà, quand Kennedy est victime d'un attentat dont tout de même sur lequel plane beaucoup de mystères, encore aujourd'hui, et plus que jamais, parce que plus on déclassifie les documents, plus on voit qu'on noie le poisson, hein, parce qu'on a récemment déclassifié quelque chose comme 1 million de pièces autour du président Kennedy. Vous avez sa carte de sécurité sociale, je ne vois pas en quoi ça éclaire les choses. Bon, ça noie plutôt le poisson, bref. Et donc Kennedy a été victime d'un attentat sur lequel on ne saura jamais les véritables ressorts. Et immédiatement, De Gaulle a fait il a dit à Alain Perfit, pour ça qu'il dit son histoire c'est la mienne, a fait un rapport étroit avec ce qui lui était arrivé, avec les attentats qu'il avait traversés, quelques mois plus tôt, hein, parce que Kennedy c'est novembre 63 et Petit Clamart c'est août 62. Et il pense que il dit c'est les services ou la police qui a fait le coup, ou les deux. Oui. Voilà ce qu'il dit. Bon, en gros, des ultras qui ne supportaient pas la politique d'ouverture de Kennedy, qui ne lui pardonnaient pas de ne pas
refaire la baie des cochons, c'est-à-dire de ne pas faire une opération militaire contre Cuba, qui lui reprochait justement son entente avec la France. Et voilà, il est persuadé que l'attentat de Kennedy est le fait d'ultra. Et il le dit clairement à Perfit. C'est extraordinaire. Alors, autre président américain, je rebondis sur Hervé Alphand, qui était notre ambassadeur. Donc l'autre président, c'est Nixon. Et alors, il y a cette anecdote que vous évoquez, justement à propos d'Alphand, qui fait une note au général de Gaulle pour dire dans les années 60, non, c'est pas la peine de recevoir Nixon. Donc Nixon, à ce moment-là, n'est plus rien. Rien. Il a été battu. Il était battu. Je crois même qu'il était battu aux élections pour être gouverneur en Californie. Donc il est complètement considéré comme has-been. Et il est de passage à Paris, il demande à être reçu par le général de Gaulle, il y a bien sûr l'ambassadeur qui fait une note, et Hervé Alphand dit non, c'est pas la peine de recevoir Nixon, et de Gaulle écrit en marge de la note, donc je le recevrai, et il le reçoit. Alors, il faut dire que de Gaulle suivait personnellement la carrière de Nixon depuis la fin des années 50. Il l'a rencontré à Paris quand il est venu avec Eisenhower, dont il était le vice-président, et les deux hommes ont sympathisé. Ils ont parlé histoire, il s'est aperçu que pour un Américain, Nixon avait une culture européenne tout à fait stupéfiante. Ils ont parlé de Jules César parce qu'ils connaissaient les auteurs de l'Antiquité, donc ça a plu à De Gaulle évidemment. Et sous ces airs un peu d'homme brutal, il a vu que c'était quelqu'un de très cultivé qui aimait l'Europe et qui la comprenait. Et il a suivi sa carrière. Et chaque fois que Nixon est venu en France, il est venu 2 fois, dans les années 60, De Gaulle l'a reçu, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Aujourd'hui, tous les chefs d'État se rencontrent, se tutoient, etc., s'embrassent même pour certains. C'est pas le genre de Gaulle de recevoir des gens chez lui. Il a reçu que 2 personnes chez lui, Adenauer à Colombey et Nixon dans ses appartements privés de l'Élysée, mais en famille, alors qu'il n'était plus rien. Et donc, il suivait Nixon et il pensait qu'il aurait un destin, s'il arrivait à être élu, ce destin se cristalliserait sur la politique indo-chinoise, parce que les guerres des États-Unis commençaient à devenir insupportables pour l'opinion publique. Nixon, qu'on ne pouvait pas soupçonner d'être pro-communiste, qui était farouchement anticommuniste, mais était également un réaliste qui voulait se dégager de la guerre du Vietnam. Il parle beaucoup de cela dans les années 60. Nixon parle au général de la manière dont il s'est dégagé de l'Algérie. En gros, il faut partir, mais il faut partir à la tête haute. Une fois qu'on a gagné sur le terrain, on ne part pas sur une défaite. C'est ce qu'a fait Nixon au Vietnam. Tout à fait. On peut lui reprocher d'avoir bombardé massivement, mais il a négocié une fois qu'il avait le dessus. Il n'a pas attendu. En position de force. En position de force, ça c'était absolument nécessaire. Et puis, surtout, il parle de la Chine et de la reconnaissance par la France de la Chine en 1964, qui est pour les Américains une hérésie complète. Et le seul à dire, mais ils ont raison, et je vais faire pareil, c'est Nixon. Oui. Alors, on reviendra à la Chine, mais j'ai encore deux personnages que je souhaiterais qu'on évoque. D'abord, Ben Gourion, parce que vous vous rappelez cet échange de lettres très émouvant, fin 67. Donc, on est après la fameuse conférence de presse de novembre 67, où De Gaulle a prononcé cette fameuse phrase sur le peuple juif, peuple d'élite sur de lui et dominateur, qui a suscité beaucoup de réactions, qui a suscité une réaction de David Ben Gourion, qui n'était plus Premier ministre, qui de sa retraite voilà, et De Gaulle lui écrit avec beaucoup d'humilité quelque part, et vraiment on sent qu'il est presque un peu gêné, sans renier ce qu'il a dit, mais il est un peu gêné qu'on ait mal compris ce qu'il avait voulu dire. Surtout était ému que Ben Gourion prenne sa défense face à l'extrême droite israélienne. Parce qu'il a été injurié par l'extrême droite israélienne. Et Ben Gourion a dit, vous pouvez penser ce que vous voulez de la politique du général de Gaulle, mais la façon dont vous le traitez est monstrueuse, car c'est un ami d'Israël. Et donc, il a été très ému que Ben Gourion prenne sa défense. Alors, les deux hommes se connaissent, en fait, depuis assez longtemps. Ils se sont vus 3 fois, mais ils ont beaucoup correspondu, et leur relation monte à la France libre. Ouais. Car la Palestine, occupée par les Britanniques à l'époque, a joué un rôle extrêmement important dans beaucoup de ralliements à la France libre. Et De Gaulle ne l'a jamais oublié. Et il a été un des fervents partisans de la création de l'État d'Israël. Il considérait que c'était la meilleure solution possible. Il était d'emblée pour un partage, comme Ben Gourion, on l'oublie beaucoup trop souvent. Ben Gourion, entre les Juifs et les Arabes. Entre les Juifs et les Arabes, dès 1948. Or, qui a refusé le partage de 48 ? C'est les Arabes.
C'est notamment les monarchies arabes poussées par les Anglais. D'où la guerre de 48. D'où la guerre de 48. Et ils ont certainement fait l'erreur absolue parce qu'ils auraient eu à l'époque, alors même si ce n'était pas le territoire dont ils rêvaient, mais une reconnaissance internationale qui leur aurait donné, notamment les vrais Palestiniens, auraient eu une assise juridique internationale qu'ils n'ont jamais eu par la suite. Et De Gaulle considérait qu'ils avaient très mal joué. Alors, je voudrais qu'on termine par deux personnages. Et là, De Gaulle vient de quitter le pouvoir. Et ces deux personnages qu'il n'avait pas ou qu'il n'a pas rencontrés, pas forcément très recommandables du point de vue de l'histoire, mais De Gaulle considérait qu'après tout, il avait quitté le pouvoir, il n'avait plus rien à faire. D'une façon générale, il n'y avait pas grand-chose à faire du camp d'Iraton, mais encore moins à partir d'avril 69, et c'est Franco et Mao. Alors donc, on se rappelle ce voyage en Espagne en juin 70, où finalement il rencontre, il n'a pas vraiment cherché à s'éterniser, mais enfin il rencontre Franco. Rencontre Franco. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit en fait? Eh bien, on ne le sait pas. Alors, il y a des auteurs qui créent des prosopopées en imaginant des choses, on ne sait pas. Mais on peut très bien savoir pourquoi ils se sont vus. Pour De Gaulle, Franco, c'est trois choses. C'est l'homme qui a refusé à Hitler le passage vers l'Afrique du Nord. C'est très important, car ça a sans doute décidé de l'issue de la guerre. Il avait laissé, comme Hitler le lui demandait, la Wehrmacht occuper Gibraltar, il n'y avait plus un bateau anglais qui passait. Et l'Afrique du Nord tombait aux mains des Allemands. Et à partir de là, on sait très bien ce qui se serait passé. Donc ça, c'est fondamental. C'est ensuite l'homme qui a servi dont le pays a servi de sas à beaucoup de Français libres qui rejoignaient l'Angleterre, qui étaient internés dans des conditions pas toujours agréables à Miranda, mais qui ensuite ils étaient relâchés et ils partaient en Angleterre. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, bien que ça soit l'homme des Américains après la guerre, c'est quelqu'un qui a une diplomatie qui est, je ne dirais pas parallèle, mais jointive à celle de De Gaulle. Car autant Franco est l'homme des Américains qui construisent des bases, etc., en Espagne, bon, autant il a une politique en Amérique du Sud où il défend l'hispanité et où il s'oppose à la mainmise des Américains sur l'Amérique du Sud. Et notamment, Franco, anticommuniste notoire, on le sait, avait des rapports tout à fait amicaux avec Fidel Castro. Et ça, vous voyez le réalisme de De Gaulle. À la fois, il n'admet pas que Cuba serve de plaque tournante aux soviétiques contre l'Amérique, mais en même temps, s'il y a des pays d'Amérique du Sud qui peuvent résister à l'impérialisme américain, il voit ça d'un très bon œil. Et Franco a cette politique-là. Donc ça, voilà, c'est trois raisons pour lesquelles il considère qu'il a un rôle international positif, il promeut dès 1962-63 l'entrée de l'Espagne dans le marché commun, tout en veillant chaque fois à dire que ça ne pouvait se faire que dans le cadre d'une démocratie et que tant qu'il y avait une dictature, c'était pas envisageable. Et il le dit d'ailleurs, ça. Voilà. Et chaque fois que Couve de Murville a reçu les Espagnols ou a été reçu par eux, il leur a toujours dit la même chose. Il faut que vous ayez un régime démocratique. Et ce régime démocratique, c'était, dans l'esprit du général de Gaulle, le rétablissement de la monarchie. Alors, je voudrais terminer par Mao, puisque ils auraient dû se rencontrer. Hein, on sait maintenant que, voilà, après le voyage de juin 70 en Espagne, De Gaulle avait prévu d'aller à l'été 71 en Chine. Et d'ailleurs, on ne sait pas très bien s'il a eu connaissance ou pas, peu de jours avant de mourir, de l'invitation officielle. Non, je pense qu'il est mort avant de la recevoir. Voilà. Je crois que c'était Jacques Rueff qui avait été Jacques Rueff intermédiaire. A servi d'intermédiaire, il a été, ça n'enlève rien à sa mémoire, de dire qu'il a été un peu lent sur ce coup-là, alors que Maurice Couve de Murville et Anne Souilline, qui étaient les deux intermédiaires, disaient dépêchez-vous. Et Jacques Rueff a transmis l'invitation officielle. Je crois que la lettre est partie le 8 novembre, donc il y a très peu de chances que le général l'ait vue. Alors, je vous demandais tout à l'heure à propos de Franco, qu'est-ce qu'ils se sont dit? J'ai envie de vous poser la question à propos de Mao. Qu'est-ce qu'ils se seraient dit? Alors là, on ne le sait pas, on ne peut pas le savoir, mais on peut l'imaginer grâce à Malraux. Car de même que Malraux a servi d'intermédiaire avec Nixon, quand Nixon a préparé son grand voyage en Chine,
Nixon disant à Malraux, en fait, c'est le général qui aurait dû y aller, le premier chef d'État occidental à aller en Chine, ça sera moi. Et donc, Malraux a eu un rôle très important. Il est allé voir très longuement Nixon à la Maison-Blanche avant son voyage de 72. De même, Malraux a eu des contacts assez fréquents avec les Chinois à ce moment-là. Et je pense qu'ils auraient parlé des alliances. Ils auraient parlé du non-alignement. Ils auraient parlé de tout ça. Ce qui a empêché ce voyage de s'effectuer plus tôt, c'est la révolution culturelle. Parce que les rapports étaient vraiment excellents entre la France et la Chine entre 64 et 68. Et cette épouvantable révolution culturelle qui a été faite d'ailleurs par Mao, pour reprendre le pouvoir, conserver son pouvoir, a complètement a introduit une glaciation en Chine qui a fait qu'il n'avait plus de rapport avec personne. Mais s'il y avait été, je pense qu'il aurait été reçu comme un héros. C'était le dernier grand chef d'État ayant connu la guerre avec Mao Tse-tung. Après Churchill, il n'y avait plus qu'eux. Mao résistant aux Japonais, comme De Gaulle avait résisté à Hitler. Et donc je pense qu'il y aurait eu ça. Entre eux, il y aurait eu cette espèce de confrontation des deux géants survivants de la lutte contre le totalitarisme. Alors, je voudrais terminer par une dernière question, pas forcément facile, mais on a parlé de De Gaulle et les grands contemporains, ses contemporains. Mais on pourrait parler aussi de Gaulle et les grands de l'histoire. Et on sait d'ailleurs que le dernier chapitre de ses Mémoires d'espoir, c'était justement il avait l'intention de faire une espèce de dialogue, et ça l'intéressait beaucoup, d'ailleurs il en parlait beaucoup à son entourage, une espèce de dialogue entre lui et des grands personnages de toute l'histoire de France. Et alors, j'ai envie de vous poser comme une dernière question, finalement, De Gaulle et les grands de l'histoire de France, mais même d'autres pays. On parlait tout à l'heure de l'Espagne, de Franco, mais il est très probable que quand De Gaulle va en Espagne en juin 70, il est aussi fasciné par la personnalité de Charles Quint, par exemple. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet homme qui a baigné toute sa vie dans l'histoire, commencé par son enfance, avec son père qui lui donnait des cours d'histoire, et puis jusqu'à la fin de sa vie. Et quelque part, il devient un peu familier de tous ces grands personnages, de toute cette Alors, c'est une question difficile parce que, autant il a parlé des grands capitaines dans ses ouvrages d'avant-guerre qui portaient sur la stratégie et sur l'armée, mais il n'a pas cité de chef d'État. Il y a que Napoléon. Et parce que c'est le Napoléon général, où il y a cette très belle phrase d'ailleurs, triste comme la grandeur. Il y a un portrait de Napoléon qui tire des larmes, mais il parlait assez peu. Donc on voit très bien ce qu'il admire, c'est la continuité capétienne. Ah, ça c'est clair, ça c'est clair. Et du côté républicain, Napoléon, sûrement. Mais il parle peu des grands de l'histoire mondiale, assez peu. Mais il y a beaucoup de références chez lui en permanence. Bien sûr, toujours. Telle ou telle visite, tel ou tel écrit, est toujours en référence à un grand de l'histoire. Écoutez, Éric Branca, merci beaucoup pour cette passionnante discussion. De Gaulle et les grands, chez Perrin. On le trouve toujours, bien sûr, dans toutes les bonnes librairies. En tout cas, merci encore pour ce très, très bel ouvrage et j'espère à très bientôt. Merci. Au revoir.